Donc, notre conférencière, c'est Mme Nathalie Beaulieu. Elle a un baccalauréat et une maîtrise en génie civil ainsi qu'un doctorat en télédétection. Elle a réalisé entre autres un stage postdoctoral en développement régional avec l'UQAR et ses travaux portent actuellement sur les politiques publiques qui favorisent l'adaptation au changement climatique. Autrement dit, on pouvait, je pense pas, avoir une personne mieux placée pour nous accompagner comme aujourd'hui, puis nourrir nos réflexions et nos échanges. Alors, Madame Beaulieu, merci. À vous. Merci beaucoup. Là, je vois pas. Ça s'en vient. Ça s'en vient, oui, parfait, super. Ça s'en vient. Vous pouvez nous dire un bonjour en tout cas, ce temps-là. Oui, c'est ça. Je voudrais remercier Sonia, Julie, puis à Cécile pour l'invitation au forum. J'étais là la semaine dernière. Je trouve ça vraiment très inspirant. Alors, c'est ça. Donc, ma présentation d'aujourd'hui, c'est des exemples d'initiatives municipales, mais c'est des exemples, j'essaie de... Est-ce que ça passe? Je suis supposée, j'ai le contrôle de l'écran, mais ça ne semble pas fonctionner. Alors, je pense que ça fonctionnait hier quand on a fait le test. Test, c'est des choses qui arrivent. Mais sinon, tu sais, Cécile va les changer pour Oui, c'est ça. C'est ça. Vous, Cécile, est-ce que tu peux m'amener à la prochaine diapositive, s'il te plaît? D'accord. Donc, les exemples, ils sont tirés du projet Comprendre les facteurs déterminants de l'efficacité des instruments de politique publique. Donc, on a des études de cas sur l'adaptation au changement climatique au Québec, dans le Canada Atlantique et au Massachusetts. Et puis, c'est un projet qui est fait avec plusieurs partenaires que je vais vous décrire plus tard. C'est un projet qui est mené par... qui est en fait coordonné par l'Observatoire québécois de l'adaptation au changement climatique qui est à l'Université Laval. C'est un projet de la programmation Ouranos, donc avec une collaboration d'Ouranos, la participation de CBCL Limited, l'Université du Massachusetts à Boston, la même université à Amherst, et puis c'est soutenu par Ressources naturelles Canada et par le plan d'action sur l'adaptation au changement climatique 2013-2020 du Québec, et puis aussi par les fonds de recherche du Québec. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et puis donc, je ne vais pas vous nommer toute l'équipe de recherche, mais c'est le projet mené sous la coordination de Pierre Valois, qui est chercheur principal. Je travaille avec Lise Pueblo, qui est aussi professionnelle de recherche. Donc, on a des collaborateurs à Ouranos, à CBCL, toute une équipe au Massachusetts. Puis c'est un projet qui alimente le groupe de travail sur la gestion des zones côtières de la plateforme canadienne de l'adaptation au changement climatique. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Nathalie, je t'ai donné le contrôle. Ouais. Si tu l'acceptes en haut, tu devrais pouvoir faire défiler tes diapositives. Et comme Sonia nous le conseillait, les petites flèches en bas à gauche, c'est peut-être plus facilitant. En bas à gauche. Sinon, je peux continuer. C'est ça, mais je ne vois pas de truc qui me demande d'accepter. Bah, écoute, ouais, c'est ça, je suis désolée. Là, il y a des... Pourtant, ça marchait, là, mais ça marchait hier. OK, donc on a en fait 6 études de cas en cours. Il y a 3 de ces études de cas-là qui concernent le soutien d'une province ou du Commonwealth du Massachusetts aux municipalités. Puis, au Québec, on a 2 études de cas qui concernent d'autres types d'instruments de politique publique. Donc, un, c'est les schémas d'aménagement et de développement. Donc, on a fait une étude de cas sur l'agglomération de Montréal. Puis l'autre, c'est l'évaluation environnementale de projets de stabilisation des berges. Puis une dernière étude de cas au niveau municipal, c'est la démarche de planification de l'adaptation de Boston, Climate Ready Boston. Alors, prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors,
je ne vais pas décrire notre cadre conceptuel en détail, mais en gros, on a divisé les facteurs favorables à l'adaptation au changement climatique en deux. Il y a les facteurs de motivation, puis il y a les facteurs de contrôle. Et les facteurs de motivation sont divisés en avantages et désavantages perçus, puis aussi les pressions sociales perçues. Puis on s'est rendu compte que peu importe dans toutes les régions, puis aussi à tous les niveaux administratifs, qu'on soit au niveau individuel, village ou municipal ou provincial, il y avait des facteurs qui revenaient. Alors, au niveau de la motivation, souvent, on fait de l'adaptation pour réduire les risques pour la sécurité civile et les biens, mais des facteurs de motivation peut-être encore plus forts, c'est de permettre un développement plus durable, un meilleur cadre de vie. Les pressions sociales, elles peuvent se manifester de différentes façons. Des fois, c'est des demandes ou des attentes des acteurs, des instances membres, ou bien des exigences d'une instance de niveau supérieur. Par exemple, quand une province va exiger des plans d'adaptation de la part des municipalités, des engagements pris préalablement, par exemple, si la province a pris un engagement dans son plan d'adaptation, son plan d'action sur les changements climatiques, ou bien de la reddition de comptes aux bailleurs de fonds. Alors, je demande la prochaine diapositive. Les facteurs de contrôle, il y a plein de facteurs facilitants ou c'est des barrières s'ils sont absents. Je sais que dans l'atelier d'aujourd'hui, on va parler de freins, c'est des exemples de freins. Les facteurs facilitants, c'est des ressources humaines motivées, compétentes au sein de l'administration. On se rend compte que c'est vraiment important. La disponibilité d'experts en milieu académique, des consultants, des ONG, la disponibilité de fonds, la disponibilité d'informations, que ce soit des projections climatiques, des cartes de zones à risque ou autres, l'implication des acteurs, des instances membres, puis un travail d'interface entre les différents acteurs et instances comme fait le comité ZIP aujourd'hui en organisant ce forum. Donc, prochaine. Il y a des défis communs aussi à travers les régions. Il y a des difficultés liées à la consultation, l'implication des parties prenantes, que ce soit logistique, des fois c'est la peur de la critique, comment impliquer les groupes vulnérables, des réticences à aborder l'option de la relocalisation d'une section de la route ou des résidences qui sont menacées. Des fois, on s'est rendu compte que c'était vraiment un sujet tabou, puis c'est pour ça que la présentation de Géraldine la semaine dernière était tellement importante parce que ça permet d'aborder la situation puis de voir ce qui est fait ailleurs. Les participants des études hors Québec ont déploré le manque de mécanismes de planification régionale ou l'absence de l'obligation des utiliser. Puis au Québec, on a ces mécanismes-là, puis des fois, on ne réalise pas à quel point on a cette chance-là de les avoir. Là, je vous ai un peu parlé comme des conclusions de notre étude avant de parler des exemples. C'est pour éviter de répéter un peu les mêmes choses partout, mais après ça, on va revenir à la fin avec les leçons qui s'appliquent à nous. Donc, prochaine. Oui, des défis communs qui sont liés à la réglementation. C'est par exemple l'impact de la réglementation sur la valeur des terrains et l'assurabilité. Puis, les propriétaires peuvent être réticents à subir des contraintes sur la manière d'aménager leur terrain. Il y a des pertes fiscales potentielles pour les municipalités. Puis, en conséquence de tout ça, des fois, les gouvernements locaux et provinciaux, ils vont être réticents à imposer une réglementation qui sera impopulaire ou qui va avoir des effets négatifs sur l'économie. Prochaine. Donc, je vais commencer avec le soutien du Nouveau-Brunswick à la planification de l'adaptation à l'échelle communautaire c'est en lien avec la présentation de Marion Tétégan-Simon la semaine dernière. En fait, le travail que Marion et Julie ont présenté la semaine dernière, qui a commencé il y a 10 ans, ce travail-là et d'autres travaux de recherche-action qui avaient été commencés il y a 10 ans ont fait un effet boule de neige et ont influencé la manière que le Nouveau-Brunswick a choisi pour appuyer les communautés parce que leur plan, le plan d'action sur les changements climatiques de la province a été développé après
une consultation vraiment importante. Alors, il y avait tout un ensemble d'actions qui étaient prévues. Donc, il y avait des exigences. Donc, les plans d'adaptation sont obligatoires pour toutes ce qu'ils appellent les cités, qui sont les plus grandes villes, puis les municipalités les plus à risque. Alors, sont exigés pour pouvoir avoir accès à du financement visant les infrastructures. Il y a des lignes directrices aussi, des mécanismes d'accompagnement. Il était prévu d'avoir des énoncés d'intérêt provincial, mais ils n'ont pas vu le jour encore. Puis, il y a eu aussi des modifications réglementaires pour donner plus de pouvoir aux municipalités, aux collectivités locales et permettre une planification régionale. Prochaine, s'il vous plaît. Donc, je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a des travaux antérieurs qui ont fait boule de neige, mais il y a eu toute une série de facteurs favorables, l'implication de nombreux organismes, autant au niveau local, l'université. Le Fonds de fiducie pour l'environnement a été très, très important à ce niveau-là. Le secrétariat des changements climatiques au niveau provincial. Et puis, il y a eu aussi un collectif sur l'adaptation au changement climatique coordonné par le réseau environnemental du Nouveau-Brunswick. Prochaine. Et puis, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que le projet PAPA, par exemple, soutient toutes les collectivités d'une région avec une approche commune. On a un peu la même chose aussi dans la région Chaleur, où c'est le CSR, la Commission de services régionaux, qui appuie les municipalités. Et puis au niveau de la péninsule acadienne, il y a plusieurs municipalités qui ont déjà adopté des règlements d'urbanisme interdisant la construction dans des zones de retrait, donc les zones menacées par l'érosion, puis exigeant l'adaptation des bâtiments dans des zones potentiellement inondables. Alors, prochaine. Et puis la Nouvelle-Écosse aussi a fait le même genre de démarche avec ses municipalités, mais il y a longtemps. Donc, il fallait que les municipalités aient fait un plan d'adaptation d'ici la fin 2013 pour recevoir les fonds de la taxe sur l'essence fédérale. Et puis, bon, la province a aussi facilité l'utilisation de ces fonds-là pour payer des consultants, pour les aider à développer leur plan. Puis ensuite, il y a eu toute une série de politiques provinciales qui ont été mises en place. Alors, il y a des facteurs facilitants pour les municipalités. Par exemple, quand les élus et les membres du personnel sont bien informés et apportent leur soutien. Quand elles ont des sources de revenus supplémentaires au-delà de la fiscalité, par exemple des champs d'éoliennes, des industries, ça leur permet d'avoir des sous pour faire des projets. La gestion des actifs aussi, c'est une activité que les municipalités doivent faire et puis c'est une occasion de penser à long terme sur les impacts des changements climatiques. Le cadre de planification des transports aussi permet d'agir sur les accords d'entretien, prévoir la réparation, éventuellement s'il y a des déplacements à faire. À Mahone Bay, en Nouvelle-Écosse, c'est une des deux municipalités où on a fait des entrevues parce que c'est ça, tout ce que je vous présente, ça provient d'entrevues qu'on a fait aussi pour ces différentes études de cas-là. Donc, à Mahone Bay, ils ont fait un projet de rivage vivant suite à leur plan d'adaptation. Et puis, mais c'est resté un petit peu sur la glace et le projet a été un peu ressuscité ou reformulé dans leur démarche récente de planification des transports, puis il comporte une piste cyclable, un sentier pédestre, en plus de viser la protection de la rue Edgewater. Puis, mais sauf que la municipalité rencontre des défis de financement et puis ils sont en train de faire un projet de démonstration qui est soutenu par la Fondation Intact. Le schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal a une section sur l'adaptation au changement climatique qui se trouve dans le chapitre sur l'amélioration de la qualité de vie. Et il y a 3 objectifs, c'est d'augmenter le verdissement, réduire les îlots de chaleur, réduire la quantité d'eau pluviale, augmenter leur qualité. Puis en fait, le verdissement a été choisi un petit peu comme l'option
principal qui permet de contribuer aux 2 autres objectifs. Mais il y a plein d'autres choses dans le schéma d'aménagement qui contribuent à l'adaptation au changement climatique. Par exemple, il y a une cible de 10% pour la superficie des aires terrestres protégées. Puis, il prend en considération la trame verte et bleue de la communauté métropolitaine de Montréal. Puis bon, le schéma a été révisé et il est en vigueur depuis 2015. Alors, il y a toute une série d'exemples de facteurs favorables et puis je ne rentrerai pas dans les détails. Je vais sauter à la prochaine diapositive, mais il y a quand même toute une série de défis. Alors, par exemple, on a des connaissances limitées sur la performance et les coûts des options possibles pour l'adaptation. Et il y a eu des délais serrés qui limitent le nombre de consultations publiques. Et puis, quelque chose de vraiment important à Montréal et puis dans beaucoup d'autres municipalités aussi de la région, c'est qu'il y a eu des poursuites par des promoteurs ou des propriétaires fonciers aux villes pour avoir restreint leurs activités. Alors, soit que c'est des poursuites pour avoir des montants d'argent ou pour avoir le droit de construire une maison qui implique la coupe d'arbres ou la conservation. Alors, on parle d'une expropriation déguisée, par exemple. Mais il y a aussi des budgets limités des gouvernements locaux pour acquérir et entretenir les environnements naturels ou végétalisés. Là, Climate Ready Boston, un facteur très, très important, ça a été la création de la Green Ribbon Commission, qu'ils appellent la GRC là-bas, c'est drôle. Alors, ça implique des membres du secteur de l'immobilier, de l'éducation, de la culture. Et puis, c'est ça pour soutenir les résultats du plan d'action climatique de 2007. Puis, il y a un financement vraiment très, très substantiel de la Fondation Barr qui permet de soutenir cette commission-là, mais aussi de payer plusieurs études. Mais quelque chose qui a, parce que cette démarche-là était beaucoup axée sur la réduction des gaz à effet de serre, mais suite à l'ouragan Sandy, il y a un des acteurs importants qui est dans l'immobilier et qui avait des actifs à New York, qui a eu beaucoup de pertes à New York. Il a beaucoup motivé la ville à accélérer sa démarche d'adaptation. Et Climate Ready Boston s'est déroulé en 2 phases. Il y a eu plusieurs études, il y a eu un plan d'adaptation, puis la phase 2 travaille plus avec au niveau des quartiers. Alors, il y a des plans par quartier. Et puis, il y a aussi l'Agence de planification et de développement de Boston, la BPDA, qui a développé qui a intégré les résultats des études et une carte des zones à risque dans sa liste de contrôle pour la résilience climatique, qui est une espèce de checklist que les promoteurs ou les entrepreneurs doivent remplir pour avoir leur permis de construction. Le plan considère l'utilisation d'une infrastructure verte surélevée pour stabiliser les berges et puis pour protéger contre la submersion. Mais ces infrastructures qui sont envisagées vont avoir des impacts environnementaux, vont avoir une répartition inégale des bénéfices aussi, parce que ça va bénéficier les propriétaires des condos de luxe et tout ça, puis ça va avoir aussi des coûts très, très importants. Et puis, l'évaluation environnementale des projets de stabilisation des berges, c'est un outil qui est important parce que, en fait, on considère beaucoup les projets de stabilisation des berges comme des adaptations au changement climatique, mais ils peuvent avoir des impacts environnementaux vraiment importants. Puis, dans certains cas, ils peuvent même augmenter la vulnérabilité à l'érosion côtière. Alors, c'est vraiment, l'évaluation environnementale est un outil d'adaptation dans le sens que ça peut prévenir une mésadaptation au changement climatique et
Et puis, les études d'impact sur l'environnement, la directive demande à ce que l'initiateur considère dans les variantes le retrait des infrastructures de la zone qui est à risque et si ce n'est pas possible, l'utilisation d'options qui sont dites douces comme la recharge de plage, les phytotechnologies par exemple. C'est ça, donc, et les changements climatiques sont pris en charge dans le régime d'autorisation environnementale depuis mars 2018, donc il faut tenir compte de la hausse du niveau de la mer et des risques accrus à cause des changements climatiques. Mais ce qui se passe, c'est que l'accélération récente des processus d'érosion, ça menace les routes dans beaucoup de régions, donc dans votre région à vous, sur la Côte-Nord aussi. En fait, on a eu notre étude de cas a donné des exemples sur la Côte-Nord. Et donc, il y a, à cause de cette accélération-là, il y a beaucoup de projets qui deviennent urgents, et surtout quand ça concerne des routes. Les routes sont névralgiques et on ne peut pas se permettre que la route soit endommagée. Donc, souvent, les projets deviennent urgents et ils doivent être soustraits à la procédure, à la PIEIE, et ils ne bénéficient pas de cette dernière. Et souvent, dans l'urgence, on va procéder à de l'enrochement, on ne va pas... quand on est dans l'urgence, c'est très difficile de considérer la relocalisation. Et puis, alors, c'est pour ça que le MTQ est en train d'essayer d'avoir une approche beaucoup plus proactive dans sa gestion des actifs. Alors, et puis, il y a eu plusieurs projets récents de recharge de plage. Par exemple, à la municipalité de Pointe-aux-Outardes, la municipalité de Port-Cartier, qui vont augmenter l'expérience québécoise dans ce domaine-là. Puis c'était peut-être une des raisons soulignées par l'UQAR d'ailleurs, par le projet de résilience côtière, qui avait la responsabilité professionnelle des ingénieurs faisait en sorte qu'ils optaient beaucoup plus pour des options avec lesquelles ils étaient habitués, les enrochements par exemple, qu'avec la recharge de plage. Et puis les municipalités, qu'elles soient locales ou les MRC aussi, peuvent jouer un rôle proactif dans les décisions concernant le déplacement des tronçons de route à travers l'aménagement du territoire. Puis la MRC de la Mingani est en train de réviser son schéma d'aménagement, puis collabore avec le MTQ justement pour penser à ça dans les zones où les routes sont vraiment menacées par l'érosion. La MRC de la Mingani aussi est en train d'élargir les périmètres urbains ou en tout cas de penser à des terrains urbanisables pour que les gens qui soient déplacés puissent aller. 5 minutes, Mme Beaulieu, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Alors, les leçons inspirantes pour le sud de l'estuaire du Saint-Laurent. Alors, c'est le rôle important des MRC, puis le potentiel des schémas d'aménagement et de développement pour l'adaptation au changement climatique. Alors, ces schémas-là, ils permettent de développer une vision à long terme. Ils permettent aussi d'avoir une planification d'ensemble qui ne soit pas seulement sur les risques côtiers. Et puis, bien sûr, il y a la cartographie des contraintes qui est vraiment importante. Il y a aussi l'importance des personnes et organismes qui jouent un rôle d'interface entre les acteurs, donc comme les comités ZIP, mais il y en a beaucoup d'autres aussi qui assurent aussi l'utilisation des résultats de la recherche scientifique. Alors, on pense aussi au projet de résilience côtière de l'UQAR qui joue ce rôle-là, qui fait la recherche, mais aussi qui permet d'avoir cette interface-là. Puis aussi, l'avantage d'impliquer tous les secteurs dans le secteur privé, parce que quand on regardait les facteurs de motivation, il y a la question des pressions sociales. Il ne s'agit pas seulement d'essayer de convaincre les élus qui, des fois, sont convaincus, mais c'est aussi de convaincre ceux qui font pression sur les élus de l'autre côté des fois pour empêcher de prendre des mesures qui
pour protéger la sécurité civile qui ont ces incidences-là. Par ailleurs, prochaine. OK, le potentiel des projets récréotouristiques de conservation communautaire pour motiver tous les acteurs. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'éviter les risques, mais c'est aussi d'avoir des projets qui nous tiennent à cœur, puis pour lesquels on a vraiment envie de s'impliquer. La planification des transports, c'est aussi, et la gestion des actifs, ce sont des occasions, c'est des opportunités pour faire avancer l'adaptation. Et puis, aussi, il faut penser que les innovations locales, elles peuvent permettre aussi d'influencer les manières de faire de la province. Puis, il faut reconnaître les difficultés qui sont liées à l'implication des populations vulnérables, puis il faut prendre les moyens nécessaires pour le faire. Prochaine. Alors, j'ai ajouté d'autres outils d'intérêt pour les municipalités. Il y a une boîte à outils. Le guide utilisé au Massachusetts peut être intéressante. Et puis, prochaine diapositive, je pense que c'est juste les remerciements. J'ai mis les courriels aussi donc de Pierre Valois et de Emmanuel Nicolescu qui travaille à CBCL, avec qui on a fait l'étude de cas en Nouvelle-Écosse. Patricio Bellois, qui est doctorant à l'Université du Massachusetts Boston, qui parle très bien français. Qui a travaillé sur le cas de Boston. Donc, ça peut être des personnes contacts. Alors, je pense que vous aurez accès à la présentation. Dans l'ensemble de la présentation, il y avait peut-être un petit peu trop de stock, mais il y a des liens aussi qui vont vous permettre d'accéder aux outils, aux différents guides qui ont été développés pour soutenir le milieu municipal dans les différentes juridictions où on a fait des études. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention, puis je reste à l'écoute s'il y a des questions.